On va parler de nouvelles armes qui arrivent pour les Ukrainiens. Des armes que d'aucuns pourraient qualifier de cruciales. On va voir ça ensemble. À quel point peuvent-elles effectivement changer la donne? En tout cas, une fois ces armes livrées, pas sûr que l'Occident veuille aller plus loin, pas sûr que l'Occident puisse aller plus loin. Oui, revient à nouveau, comme un boomerang, je le disais, cette question des stocks épuisés, ou en tout cas au plus bas, et même l'Europe, vous allez le voir, alerte. On va en parler ensemble. D'abord, on pose les faits, rien que les faits. Les indispensables, c'est Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Kiev va donc recevoir de nouvelles armes, je le disais, qui pourraient changer la donne sur le terrain. D'abord, quelles sont ces armes ? Eh bien, vous le disiez, les livraisons d'armes à l'Ukraine s'accumulent et s'accélèrent. Les premières armes concernées, ce sont les systèmes américains de défense anti-aérienne. 275 millions de dollars pour, je cite, doper la défense anti-aérienne, précise Washington cet après-midi. Hier, déjà, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, déclarait ceci: nous sommes en contact étroit avec les Ukrainiens concernant leurs besoins de sécurité et nous nous efforçons de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne pour l'aider à défendre son pays. Concrètement, les Ukrainiens vont recevoir de nouveaux lance-missiles Iris-T, de nouveaux NASAM, un autre lanceur de missiles solaires, l'un des plus perfectionnés au monde, équipé d'un radar et qui permet de neutraliser des missiles à 150 km de distance. Ils vont aussi recevoir de nouveaux lance-missiles Hawk. Et puis on a eu cette précision il y a quelques minutes, Washington va également fournir des systèmes anti-drone, on y reviendra. De la part de la France, cette fois, Kiev va également recevoir des missiles solaires Crotale. D'ailleurs, on apprend que les soldats ukrainiens sont actuellement en train d'y être formés. Tous ces systèmes sont primordiaux pour Kiev. Ils lui permettent de se défendre contre les salves de missiles envoyées régulièrement sur le pays par Moscou. C'est ce que déclare Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, au journal Le Monde, daté d'aujourd'hui. Quand nous avons commencé à nous défendre contre les attaques de missiles russes, notre efficacité était aux alentours de 55%. Lors de l'attaque du 5 décembre, lundi dernier, nous avons abattu 60 des 70 missiles russes tirés sur l'Ukraine, soit 85%. Deuxième type d'armement, Fanny, ça se passe toujours dans les airs. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une arme plus étonnante, une arme anti-drone. Voilà à quoi elle ressemble. En l'occurrence, ce modèle est lituanien. C'est une sorte de fusil, sauf qu'à la place du canon, vous le voyez, il y a ces sortes de lames sur les côtés en aluminium. Elles envoient des ondes électromagnétiques au drone ennemi pour le faire tomber, le faire atterrir ou le renvoyer vers un autre point. Ce fusil permet surtout d'arrêter des drones de petite taille ou de taille moyenne, ceux par exemple qui fournissent à l'armée russe ce genre d'images aériennes des zones de combat. Et donc, priver les Russes de ces drones, c'est les priver de renseignements. Les Ukrainiens en ont reçu au moins 110 de la part de la Lituanie qui les fabrique. Et puis il y a aussi cette troisième arme, une nouveauté qui donne clairement un avantage aux Ukrainiens. Et oui, au moment même où ces livraisons, je vous le disais, accélèrent, eh bien le ministère ukrainien de la Défense a approuvé il y a 3 jours l'utilisation de ce centre opérationnel. Il est de fabrication ukrainienne. De l'extérieur, vous le voyez, c'est un camion militaire avec du camouflage relativement classique. Mais regardez, de l'intérieur, c'est un mini-poste de commandement mobile. Ce centre opérationnel s'appelle Zvin AS. Il permet aux Ukrainiens d'avoir automatiquement, en temps réel, des informations sur ce qu'il se passe au front. Quel est l'état de leur armée? Quel est l'état de l'armée russe? Quel est donc le rapport de force entre les deux? Mais aussi, par exemple, de créer des cartes et de surveiller ces mêmes cartes. En clair, il donne à Kiev un immense avantage en termes de renseignement, mais aussi en termes d'organisation stratégique et tactique. Autre innovation ukrainienne, très avantageuse également pour Kiev, ce tout nouveau drone mis au point par des ingénieurs de Kharkiv dans le nord du pays. Il peut voler sur 150 km à une altitude de 1000 mètres et surtout, il est pratiquement invisible au radar et résistant, selon ces ingénieurs, aux ondes des fusils anti-drones dont je vous parlais à l'instant. Ce qui témoigne le plus peut-être de l'accélération voulue par les Occidentaux, c'est cette ligne rouge qui bouge sur la question des chars. Oui, sur ce point, il y avait un blocage et c'est peut-être en train de changer. Depuis des mois, Kiev réclame à Berlin ses chars Léopard 2. Ils sont même, regardez, tout en haut de cette liste, lettre au Père Noël rédigée avec humour par le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak. Mais l'Allemagne s'est toujours refusée à les livrer. Berlin indiquait qu'il lui fallait l'accord de ses alliés et surtout le feu vert des Américains. Aujourd'hui, les Américains approuvent cette livraison.
et il pousse en plus Berlin à livrer ses chars pour de bon. C'est ce qu'a reconnu ces derniers jours Marie-Agnès Strackmann-Zimmermann, qui est chef de la commission de défense du Bundestag, le Parlement allemand, et qui a également affirmé ceci sur Twitter: nous ne devons pas abandonner l'Ukraine, vous avez besoin de chars. Autrement dit, vous l'avez dit, cette ligne rouge sur les léopards pourrait bouger, voire disparaître. Or, dans une guerre où l'artillerie joue un rôle si important, et face à une armée russe qui, selon Oleksiy Reznikov, tire environ 60 000 munitions en tout genre chaque jour, eh bien, ces chars allemands, ajoutés aux lance-roquettes HIMARS ou aux canons français César, donneraient un avantage substantiel aux Ukrainiens. Merci beaucoup Fanny, et merci aux équipes derrière ce travail, comme tous les soirs. Alors, je me tourne d'abord vers Pierre. Est-ce que je vous ai vu acquiescer, vous ai vu noter, et donc je suis curieuse de savoir ce que vous en avez retenu. C'est un travail parfait, remarquable. Non, mais je veux dire, toutes les pièces y sont. Je rajouterai une toute petite à la fin, mais tout y est. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce qui se constitue en Ukraine et qui est très important, ce sont des mini-dômes de fer. Enfin, c'est ce qu'il y a en Israël pour qu'Israël se protège des tirs de missiles du Hezbollah ou de l'Iran, etc. Et donc là, par touches successives, c'est-à-dire en partant du plus proche avec, par exemple, des Mistral français, le Crotale qui va un peu plus loin, mais je pourrais donner les équivalents des autres pays. Et donc on monte en couverture, si vous voulez, pour parvenir vraiment à sécuriser au maximum l'espace aérien ukrainien. C'est le fameux bouclier patchwork qui avait été annoncé il y a quelque temps. Exactement, tout à fait. Alors, ce qui rend un peu les choses plus compliquées que quand vous avez, par exemple, en France, on a des systèmes homogènes qui sont commandés à partir de la zone de Lyon, où vous avez un commandement de défense antiaérienne, ce qui permettrait d'éviter ce que les Russes subissent. C'est-à-dire que les Russes ne sont pas capables d'assurer leur propre couverture antiaérienne, puisqu'ils sont frappés, y compris à 700 km de la frontière ukrainienne, par des drones ukrainiens, parce que les Ukrainiens inventent des nouveaux produits. Mais voilà, donc première chose très importante, justement, et là, on sent bien que les Européens, les Occidentaux, veulent aider à la protection des populations civiles. Il y a vraiment un crime contre l'humanité, contre les êtres humains, et là, on aide les Ukrainiens par étages successifs, avec des stages de formation, ce qui fait que tout ça, effectivement, les stages de formation sur le Crotale français se fait en France, ou peut-être dans des pays de l'OTAN du flanc oriental. Voilà, donc très, très important. Après, on augmente la capacité de feu et de tir avec des nouveaux moyens. On brouille les drones, les drones russes, puisqu'on sait que les Russes rééquipent notamment du côté des Iraniens avec différents types de drones. Et puis, dernier point, enfin 2 points. 1, dans l'interview du ministre Reznikov au Monde, il dit qu'il est en discussion pour le système Mamba, qui est un système très important français, qui est présent en Roumanie. Franco-italien. Franco-italien. Les Français les Franco-italiens, les Français en tout cas n'en ont que 8 ou 10. Là, on monte encore à 80-120 km de protection. C'est des systèmes très lourds. Vous avez 6 camions entre le poste de commandement, le radar, le générateur, le porte-missile, la réserve de missiles. Donc, c'est des dispositifs très lourds. La France n'en a pas beaucoup. On reviendra tout à l'heure aux problématiques de capacité de fournir. Discussion très importante. Et dernier point, le shelter qu'on a vu, le camion PC, le poste de commandement camouflé avec tous les écrans, c'est ce qu'on appelle la numérisation du champ de bataille. Numérisation du champ de bataille, c'est fondamental. La numérisation du champ de bataille, c'est l'application de toutes les facilités qu'on a sur Internet en termes de discussion, de transmission d'images, de capacité à savoir ce qui se passe à tel endroit en temps réel. Ce qu'on utilise, par exemple, quand on se déplace en voiture pour savoir qu'il y a un embouteillage qui vient de se faire, etc. C'est-à-dire toutes ces choses qu'elles ont été habituées, c'est appliqué depuis plusieurs années, voire décennies, dans les armées occidentales, au champ de bataille, numérisation du champ de bataille. Capacité à voir en temps réel position amie, position ennemie et changement permanent. Eh bien, quand vous avez cette capacité-là, que les Russes n'ont pas au même niveau, vous avez un temps d'avance par rapport à la manœuvre de l'ennemi, et les Ukrainiens montent également en gamme de ce côté-là. Alors parfois, on est un peu excessif dans les mots, crucial, game changer, dans un mauvais français bien sûr. Mais est-ce que quelque chose est en train vraiment de se graver dans le marbre, qui est même de nature à
définitivement acter le changement de dynamique dans le rapport de force entre Ukraine et Russie? Alors déjà, la dynamique, elle a déjà changé depuis quelques mois. Hein. Je veux dire, ce n'est Mais pas... là, il y a de quoi l'acter, Mais disons que là, de quoi ça l'aggraver. s'améliore. Là, ça s'améliore, et en particulier sur ce caractère décisif qui est la protection des populations civiles. Là, je pense qu'il y a une compréhension, beaucoup trop tardive quand même, mais elle existe heureusement, qu'il faut donner tous les moyens à l'Ukraine de protéger sa population, ses infrastructures civiles. Ça, c'est l'essentiel. Oui, mais tous les moyens, pardon, parce que les Ukrainiens, ils demandent beaucoup plus. Alors, parce que la liste des Ukrainiens... La protection. Je pense que sur la protection, par rapport aux chiffres que donnait le ministre de la Défense ukrainien, avec une progression 55%, 85%, je pense qu'on devrait, grâce à ces instruments-là nouveaux, parvenir, alors je ne sais pas donner le chiffre, si c'est 95 ou 98 ou 99, ça je n'en sais rien, mais en tout cas de parvenir à une meilleure couverture, et c'est vital. En revanche, c'est là où il n'y a pas quand même, je dirais, de facteur de changement déterminant, c'est que malgré les chars, malgré les autres armes, nous ne donnons pas encore à l'Ukraine, je dis nous, collectivement, pas la France, hein, je parle de l'Occident, les armes décisives. Il y a eu la liste de Noël tout à l'heure qui a été montrée à l'écran, et notamment sur les ATACMS, c'est-à-dire des missiles de longue portée, notamment en ce qui concerne les avions, hein, je veux dire que ce soit d'ailleurs F-15, F-16 américains, ou bien nos Mirage ou nos Rafales, et sur un certain nombre, d'ailleurs la France elle-même ne donne pas encore de chars, je pense que là, il y a des déficits. Avec cette dernière question que je voudrais poser, mais qui est une question qui m'angoisse, qui me hante depuis le début. Si nous avions fait beaucoup plus depuis le début, combien de dizaines de milliers de vies ukrainiennes aurions pu nous sauver? Et vraiment, pour moi, c'est une question qui définit une responsabilité lourde et une culpabilité, mais elle se pose, je disais, pour le passé, elle se pose aussi pour l'avenir. Est-ce que nous allons donner les armes décisives à l'Ukraine pour vaincre totalement? Et je crois qu'on est vraiment sur cette question. Cette question vous fait réagir, Jean-Catherine. Je précise juste, les Ukrainiens, quand vous dites tout, on donne tout, non, les Ukrainiens demandent toujours plus, surtout. Des canons César, et ils en veulent des véhicules de transport de troupes blindées, des chars, des systèmes de défense anti-aériens, des SAMPT, pardonnez-moi, vraiment, je ne suis toujours pas experte et je ne souhaite pas le devenir, et le fameux système franco-italien Mamba, mais aussi un armement qui s'appelle le Mistral. Ils demandent beaucoup plus que ça, en effet, les Ukrainiens, et depuis beaucoup plus longtemps que ça. Alors, deux notations. D'abord, on arrive doucement à créer une no-fly zone au-dessus de la Russie. Ça, c'est très intéressant, parce que je vous rappelle... De l'Ukraine, pardon. Parce que je vous rappelle quand même qu'au départ, c'était une demande des Ukrainiens que l'OTAN assure une interdiction de survol de son territoire par les avions russes. Les avions russes, de toute façon, ils n'osent plus, justement, s'aventurer sur le territoire, au-dessus du territoire ukrainien. Ils tirent leurs missiles de Russie. Et si on a effectivement ce dôme de fer au-dessus de l'Ukraine, de facto, nous, les Occidentaux, nous assurons une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Ça, c'est la première notation. Sur les armements lourds, là, c'est intéressant parce que moi, j'ai suivi les variations, je dirais, de la parole du président de la République à Bruxelles, parce que c'est là qu'il annonçait généralement, lors des conseils européens, les aides qu'on allait accorder ou pas à l'Ukraine, puisque je rappelle quand même que le budget de l'Union européenne a été mis à contribution. Là, on est à plus de 3 milliards, où on aide les États européens à reconstituer leur stock, c'est-à-dire on les encourage à déstocker et à aider les Ukrainiens, et en échange, on rachète du matériel pour les différentes armées européennes. Et Emmanuel Macron, au départ, avait dit, voilà, il ne faut absolument pas franchir une ligne rouge. On s'est demandé d'où ça sortait, hein, parce qu'on déclarera la guerre de facto à la Russie si on leur fournit des chars et des avions. Tout le monde s'est demandé, mais d'où ça sort, quoi? Dans la doctrine diplomatique, la doctrine militaire, personne n'a dit que fournir des chars et des avions à un pays qui est attaqué est une déclaration de guerre. Et on a vu très rapidement, notamment, que tous les pays de l'Est ont bazardé ça très rapidement en fournissant leurs vieux chars de fabrication soviétique. Donc là, ils ont franchi cette... Aujourd'hui, je pense qu'il faut d'urgence, effectivement, que l'on sorte de cette espèce de glacis intellectuel et dont Emmanuel Macron est l'un des responsables, parce que c'est lui qui a posé ça, notamment lors du sommet de Versailles, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc au mois d'avril dernier, et que l'on fournisse nos chars. On pourrait fournir, nous, Leclerc. Les Allemands peuvent fournir leur Léopard. Alors, c'est compliqué. Ça, c'est un élément aussi qu'il faut avoir en tête, mais là, je parle sous le contrôle de Pierre, qui connaît mieux la chose que moi. Fournir autant d'équipements de nature différente
qui nécessitent des formations longues. Parce que bon, le Leclerc, je pense que c'est pas trop compliqué à conduire, mais je pense que le système de tir est extrêmement complexe. Ils vont devoir gérer des briques, par exemple pour un système de défense antimissile, c'est des briques extrêmement complexes de matériel différent. Donc il faut former ces gens et ça prendra du temps. Irina Dmitritsine, je me tourne vers vous en ajoutant un petit aliment à notre discussion. Mais il y a cette semaine une grande conférence internationale pour l'Ukraine qui est prévue à Paris le 13 décembre. Ouais. Alors c'est annoncé surtout pour mobiliser les entreprises, pour parler peut-être envoi de générateurs face à la crise de l'énergie que traverse le pays touché par les frappes, pour aussi parler reconstruction et après. Est-ce que vous, en tant qu'Ukrainienne, vous dites, OK, en fait, il faudrait surtout et avant toute chose parler aussi des armes, aller plus loin, le décider et le dire, là, au plus vite dans les prochains jours? Je pense que c'est important qu'on avance sur tous les dossiers. Bien évidemment, la priorité est à l'armée, au l'armement et donc au fait de gagner la guerre. Mais derrière, il ne faut pas oublier toute cette population civile qui a besoin aujourd'hui, alors que l'hiver arrive, des générateurs, etc. Il y a un autre élément dont on a parlé cette semaine et qui participe, à mon sens, de prise de conscience de ce que représente cette guerre et de ce que fait la Russie en Ukraine. Le département d'État américain a qualifié le comportement des Russes en matière de minage à comparer à Daesh, en disant que c'est la technique de Daesh que les Russes utilisent en Ukraine, en minant les jouets, en minant les corps, en minant systématiquement les écoles, les bâtiments, etc. Il y a aussi un très gros effort qui est consenti aujourd'hui pour former les équipes de déminage par les Américains, par les Européens, pour faire partir les équipes, faire partir les équipements, former les Ukrainiens pour déminer ces territoires, parce qu'il y en aura pour des années et des années. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va résonner en écho de cette guerre. Et donc, pour conclure, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Et est-ce que, j'ouvre le dossier qui fâche le plus, franco-français, est-ce que la France doit se regarder assez sévèrement le nombril dans cette affaire? Certains se disent même, la France, elle devrait peut-être même commencer à avoir un peu honte. Pourquoi je dis ça? Je mets les choses sur la table. Parce que l'Institut Kiel, qui depuis le début de la guerre essaye de répertorier avec minutie les envois d'armes, etc., où en sont les pays dans cette affaire, eh bien, met en place un classement qui n'est pas très favorable toujours à la France. Et le dernier dit que la France serait en 11e position des contributeurs, alors que la France dispose de l'une des armées les plus puissantes. Bref, parce qu'il y a un mais. Donc Sébastien Lecornu, le ministre en charge de tout cela, a déclaré que la France se situait plutôt dans les 5 premières positions. Ouais. Et le même, parce que tout est une question de perspective. Institut Kiel peut vous proposer un classement qui met la France en 3e position si on prend en compte les contributions aussi de la France au niveau européen. Donc au final, on est perdu. Via le budget européen. Via le budget européen, on est perdu. Est-ce qu'on est si mauvais que ça dans cette affaire, ou au final, en réalité, on est plutôt bon, on peut être fier? Moi j'écoute ce que disent les Ukrainiens, et Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, je crois dans Le Monde ou dans d'autres déclarations, disait qu'il considérait que l'effort de la France était tout à fait important, et que la France se situait certainement en 4e ou 5e position de contributeur. Alors pourquoi ces différents classements? On ne parle pas de torchons et de serviettes, si vous voulez. C'est pas au kilo. C'est à l'intelligence des outils, c'est à la complémentarité, c'est à la formation des Ukrainiens, par exemple sur le César. Les Français n'ont pas formé que les artilleurs. Ils ont formé aussi ceux qui vont être chargés de la mise en condition opérationnelle. Tous ces tubes qui tirent, ça s'use. Tous les systèmes informatiques à la guerre s'usent. Il faut les remplacer. Et donc la France offre vraiment des pièces majeures, extrêmement importantes, qui sur le terrain, avec les autres, contribuent au succès des armes ukrainiennes. Donc honnêtement, la France n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. C'est pour ça que je suis un peu critique parfois sur des déclarations intempestives, parce que ça camoufle le fait qu'il y a un vrai effort qui est cohérent, qui est intelligent et qui est pertinent et qui est difficile pour la France, parce que nous avons une très belle armée, qui est une armée opérationnelle, qui est une armée avec des soldats qui ont été engagés. Quand vous rencontrez des militaires d'active ou de réserve, ils sont décorés parce qu'ils sont allés sur des théâtres d'opération. Mais nous sommes une armée qui est courte en munitions et en pièces de rechange. Oui. Sur le Leclerc, il y a quelques mois où on parlait déjà de ce qu'il faut donner des Leclerc, etc. J'avais trouvé sur un site, et je suis désolé, je ne peux plus citer le nom du site qui m'a échappé, mais un site spécialisé dans les blindés qui prenait le Charles Leclerc français, le nombre de Leclerc que nous avons, ceux qui sont en indisponibilité, ceux qui sont nécessaires pour l'entraînement des forces, ceux qui sont sur des théâtres.
Et en fait, on se rendait compte derrière, si vous voulez, qu'on n'en avait pas des quantités. Et je vous donne une dernière information. Quand il y a eu l'opération Serval, janvier 2013, les Français bloquent au Mali les colonnes djihadistes qui descendent du nord pour aller sur Bamako. Donc on a conduit une guerre éclair pour stopper les forces d'AQMI et des Touaregs radicalisés. Eh bien, au bout d'un certain nombre de semaines, on n'avait pas affaire à une armée professionnelle. Au bout de quelques semaines, on a dû demander aux Allemands de nous vendre ou de prêter un certain nombre de missiles parce qu'on était court en munitions. Pierre, je vais vous soumettre une phrase moi que j'ai trouvée un peu choc, enfin en tout cas elle frappe les esprits forcément. C'est le chercheur Léo Perry-Apen de l'IRIS qui, dans un rapport qui a été cité notamment par Jean-Dominique Merchet, par exemple dans l'Opinion ces dernières heures, compare la situation de notre armement à la situation des masques pendant le Covid. Il dit on a du mal à entrouvrir les portes des hangars des armes pour voir ce qu'on a en France parce que ces hangars sont en réalité vides. C'est-à-dire que quand bien même on aurait des ambitions, on n'en a plus du tout les moyens et ça devient vraiment grave. Alors, bon, déjà, si Jean-Dominique Merchet reprend l'information, c'est un gage de sérieux. Ce qui est certain, c'est que les rapports... D'abord, il faut savoir que c'est un secret en France, un secret de défense, classifié secret défense, parce qu'il ne faut pas donner à des ennemis potentiels de savoir combien on a de munitions disponibles dans les différentes catégories de matériel, donc on ne le sait pas. Mais les parlementaires se sont penchés sur la question depuis longtemps, et depuis longtemps, les rapports parlementaires en France disent « Attendez les enfants, on est un peu short là-dessus ». Et l'exemple de Serval, Mali, avait été un signal, parce qu'encore une fois, on n'était pas confronté à une armée d'un pays, d'une entité, etc. Et assez rapidement, je me rappelle en avoir parlé à l'époque avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et son directeur de cabinet, Cédric Lewandowski, qui était un peu gêné dans la discussion, mais les informations étaient qu'on avait dû demander aux Allemands de nous recompléter. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, à un moment, il était question de frapper les Syriens après l'usage du chimique. Bon, la répartition des frappes, c'était 80% pour les Américains, et puis 10% et 10% pour les Français et les Anglais, parce qu'on n'avait pas des quantités industrielles de missiles de croisière, etc. Mais il faut dire aux Français que depuis 40 ans, les citoyens français se sont moqués de ces questions et sont jamais descendus dans la rue pour dire des sous pour l'armée. Oui. Donc, je veux dire, il ne faut pas venir pleurer maintenant en disant « Ah, mais comment ça se fait, on n'a pas tout, etc. » On a une armée qui est solide, qui est cohérente. Le précédent, là, je vais rendre un hommage... Un peu échantillonnaire, quand même. Échantillonnaire, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous voulez, sur chaque type, on n'a pas une épaisseur formidable. Et il faut reconnaître que le président Macron, pendant son premier quinquennat, pour la première fois depuis 40 ans que je suis ces questions, la loi de programmation militaire a été suivie. Mais on a du retard. Nicolas Tenzer, la comparaison avec la situation des masques pendant le Covid. Oui, écoutez, bon, la comparaison me paraît un tout petit peu polémique, hein, si j'ose dire. Mais voilà. Mais indépendamment, je dirais, de cela, c'est vrai que quand il y a eu l'épidémie de Covid, je dirais, on a mis le paquet pour fabriquer tout ce qu'il fallait. Enfin, je dirais nous-mêmes, d'ailleurs l'ensemble des pays européens, occidentaux, que ce soit des masques, que ce soit du gel hydroalcoolique, que ce soit évidemment des vaccins, ce qui est spécifique. Là, je me rappelle quand même le discours du président de la République en juin de cette année à Satori, le grand salon de l'armement, où il avait dit, de manière assez forte, il faut convertir l'économie française, c'est-à-dire en partie l'économie civile, en une économie de guerre. Il l'avait dit de manière forte, de manière juste, à mon sens. Hein, vraiment, des propos que j'ai approuvés publiquement à ce moment-là. Et là, j'ai un peu l'impression, mais je sais que la situation est compliquée, elle est difficile, que l'ensemble des mesures après d'application, qui sont très complexes, hein, parce que derrière, il y a aussi tout un système juridique, notamment sur la réquisition des entreprises, sur l'indemnisation. Enfin, c'est très compliqué, je ne vais pas détailler ça ici, mais que ceci est un tout petit peu freiné. Alors, en même temps, je sais qu'il y a des ordres qui sont donnés par le président à certaines entreprises, hein, notamment l'entreprise qui fabrique des canons César, d'accélérer la production. Bon, je pense que ça, c'est un premier débat. Il faut aller beaucoup plus vite, il faut aller plus là. Mais c'est complètement incompatible, si je puis me permettre, avec le discours « nous ne sommes pas en guerre ». Et je pense qu'aujourd'hui, il faut assumer d'une manière ou d'une autre, même si nous ne sommes pas juridiquement... Ça, c'est vraiment votre ligne. Et d'ailleurs, j'avais dit en début d'émission qu'on la retrouverait régulièrement. J'avais aucun doute sur la question. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, je pense qu'il faut affirmer cela, parce qu'on ne peut pas dire deux choses. On n'a pas un ennemi en face, on n'est pas en guerre, et en même temps dire on va mettre tout le paquet. Je vous vois réagir, Jean Quatremer. Je me permets à moi-même d'ajouter maintenant la déclaration de Josep Borrell, parce que lui, il a tiré la sonnette d'alarme ces dernières heures sur le stock au niveau européen. Regardez. We realize that our military stockpiles
have been quickly depleted due to years of underinvestment. We are facing real threats, like it or not. Alors, il ne veut pas être Cassandre, mais présenté comme ça a l'air plutôt catastrophique, ce qu'il nous Oui, présente. mais c'est vrai au niveau européen. Encore une fois, là, on parlait de la France. La France, c'est vrai, par rapport aux autres pays européens, a beaucoup moins à rougir. C'est clair et net. Je vais vous donner un exemple. Depuis 2000, l'Allemagne aurait dû investir dans son armée, dans sa défense, pour atteindre les 2% du PIB exigés par l'OTAN, 2% du PIB consacré aux dépenses militaires. Elle aurait dû consacrer 450 milliards de plus qu'elle y a consacré. 450 milliards. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'Allemagne n'a pas de déficit et a une dette de 30 points ou 40 points inférieure à celle de la France? Parce qu'ils n'ont plus d'armée. C'est ça la réalité. Alors là, ils viennent de sortir 100 milliards d'euros. Tout le monde est là. Waouh, 100 milliards d'euros. Mais 100 milliards d'euros, c'est 1/5 de l'effort qu'ils vont devoir faire. Il faut bien avoir conscience que là, on parle des masques. Les masques, c'est rien à faire. C'est un bout de tissu. Il faut être sérieux. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne de production d'un Charles Leclerc? D'ailleurs, au passage, toutes les lignes de production de Charles Leclerc, elles ont été démontées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus fabriquer de Charles Leclerc. C'est pour ça qu'on est très pressé d'avoir le char de combat du futur qu'on va faire avec les Allemands et qu'on doit signer, j'espère, d'ici la fin de l'année, parce qu'on n'a pas de successeur. Les Allemands, eux, ils ont le Léopard 2 qui fait qu'ils continuent à produire et eux, ils peuvent remplacer leur char. Donc, je veux dire que si on veut nous-mêmes faire davantage d'efforts, on ne peut pas tous payer. Je veux dire, il faut aussi arrêter avec ça. Je veux dire, ouais, il faut plus d'argent pour l'armée. Il faut plus d'argent pour l'armée. Il faut plus d'argent pour aider les gens à faire face à l'explosion du prix de l'énergie. Il faut plus d'argent pour les retraites. Il faut plus d'argent pour la sécurité sociale. Il faut plus d'argent pour l'hôpital. Mais vous allez bientôt travailler non pas à 50-60% pour l'État, vous allez travailler à 100% pour l'État. Ça s'appelle le communisme, là, vers quoi on va. Donc il faut choisir. Les Américains, ils ont choisi. Ils ont une armée extrêmement puissante, mais ils n'ont pas de système social. Enfin, ils ont un peu de système social, mais ils n'en ont pas. Donc, non, mais j'insiste là-dessus. Il faut arrêter. Il y a un déficit massif. Il y a un déficit massif. Il faut insister vraiment. Je vais reprendre la main. Je termine juste là-dessus. J'insiste vraiment. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et j'arrête là parce que je vais rester poli. Eh bien, formidable, très bien. On arrête là, je suis d'accord.